Donc, donc, comme on a annoncé, je pense, tard, je ne sais pas ce que ça. On va s'attendre à avoir beaucoup de personnes. Mais ça sera vraiment. Bon, je vais essayer d'être assez court et comme on va laisser un peu de temps aux questions. Maya, Hassan. Oui, Malik, je suis là. Alors, bonsoir tout le monde, dans un nouveau live avec Dr Malik Zebouchi, que vous êtes en train de voir. أنا ما تشوفونيش أنا فرطاس. Ce live aujourd'hui est orienté pour les professionnels de la santé, les médecins, les étudiants en médecine. Et ça va parler surtout de prise en charge, de protocole de prise en charge des patients Covid+. C'est ça en réanimation. C'est ça, Malik. Exactement. Ce sera les patients, on va dire, dans les états sévères à critiques. Donc, globalement, en réanimation, unité de surveillance de soins continus. On a élaboré, bon, ça reste toujours une réflexion et c'est le monde entier qui est en train de réfléchir sur ça. J'avais envie de partager un peu ce qu'on a observé durant ces derniers jours. Ce qu'on avait observé sans pouvoir en parler parce que c'est quand même très nouveau pour tout le monde et des gens ont commencé à publier, à mettre des commentaires, on est rentré en contact avec certaines personnes un peu à travers le monde qui avaient fait des remarques un peu similaires. Ces remarques-là, donc, on va partager avec vous, peut-être avec les autres professionnels de la santé, médecins, réanimateurs ou pneumologues, internistes, etc., qui prennent en charge les patients hospitalisés qui ont dû faire ce genre de remarques. Et ça pourra peut-être faire évoluer donc, notre prise en charge. Donc, peut-être qu'une partie de la mortalité est due au fait que nous ne savons pas traiter cette pathologie, et non pas le fait qu'elle ne soit pas traitable. Peut-être que nous avons un peu mal fait ou ce n'était pas ce qu'il fallait faire tout le temps. Donc, on va essayer d'en parler sur le plan avec un rationnel en fait physiopathologique. Pour la prise en charge des patients en réanimation à l'heure actuelle, parce que ça change très très vite. Ce qui était vrai hier est déjà dépassé aujourd'hui. Donc, on essaiera de faire le plus de communication possible sur le sujet et j'invite tout le monde à partager son expérience pour enrichir cette prise en charge. Il faut savoir que pour le moment, personne ne peut dire qu'il détient la vérité sur ce virus qui est très, sur cette maladie, ce virus qui est très, très flou. On commence, oui, Malik, on peut commencer. Comme tu as dit, c'est très important d'être prêt, d'être ready. Et surtout, je pense que le savoir, c'est-à-dire avoir les connaissances déjà, les médecins en général manquent de connaissances en ce qui concerne la réanimation. Et comme cette pathologie a surpris tout le monde, que ce soit les médecins, les autorités, vraiment tout le monde, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, on n'était pas prêt. Et toujours, voilà, avec quand on a l'occasion, on essaie de rattraper, d'éduquer les étudiants et professionnels de la santé. Bah, je te laisse en solo, je vais activer l'écran tag. Comme ça, tu commences. OK, Malik? Très bien. Donc, bonsoir tout le monde.
nous allons parler aujourd'hui d'un rationnel, nous allons discuter du rationnel physiopathologique dans la prise en charge des patients Covid-19, étant donné que nous n'avons pas de preuves en général pour les thérapeutiques que nous entretenons. Et donc, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut, comme toujours en réalité, en réanimation, en fait, vu qu'en réanimation, les études sont souvent peu contributives ou sont souvent négatives, l'application, le raisonnement physiologique et physiopathologique est essentiel. Bien sûr, il faut comprendre la réalité physiopathologique de la maladie pour pouvoir la traiter et non pas appliquer un raisonnement physiopathologique à la maladie. C'est-à-dire que, en fait, il faut que nous arrivions à comprendre cette maladie pour pouvoir la traiter, surtout les patients les plus graves. Donc, pour cela, on a revu un peu, on va revoir rapidement la physiopathologie de cette maladie. En fait, en la découpant aux éléments qui sont en rapport avec le virus directement, c'est-à-dire le tropisme viral, les récepteurs et les cellules cibles du virus et son effet sur les tissus. Puis la réaction inflammatoire du corps vis-à-vis de cette infection, donc, qui joue un rôle primordial dans les formes graves. Donc, autant la charge virale et le taux de virus et le site d'action du virus sont importants pour déterminer les signes cliniques essentiellement quand ils sont modérés ou légers, mais l'inflammation et le degré d'inflammation, ce qu'on a appelé orage cytokinique ou tempête cytokinique, détermine généralement la gravité de cette maladie. Donc, étant donné que l'inflammation est un élément de la physiopathogénie de la forme grave, peut-être ça sera une cible aussi thérapeutique. Rationnellement, on doit la prendre en compte. Il faut savoir aussi que cette infection virale prend aussi comme cible la coagulation. Donc, elle donne une coagulopathie, en partie probablement en rapport avec l'inflammation. Donc, le degré d'inflammation est corrélé au degré de l'activation de la coagulation, mais aussi probablement aux actions directes du virus. Donc, sur les vaisseaux, donc c'est un virus qui a probablement un tropisme vasculaire et un tropisme sanguin. Donc, le volet de la coagulation est extrêmement important à prendre en charge et c'est ce que beaucoup de sociétés savantes internationales ont pris en compte. Le volet respiration, bien sûr, qui est donc ce qui a focalisé la plupart des scientifiques et des médecins à travers le monde, c'est comment améliorer la respiration, la ventilation, l'hématose de ces malades-là. Et on va voir qu'il y a beaucoup de remarques sur ce plan-là et que nous avons fait dans notre expérience et que donc les équipes à travers le monde ont évoqué. Et ça va peut-être, probablement, ça va venir et ça va changer la prise en charge ou l'algorithme de prise en charge de ces patients. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres cibles, d'autres organes cibles. On va pas en parler aujourd'hui, mais la protection rénale est probablement très importante vu la grande atteinte, enfin l'atteinte rénale qui est fréquente, la dysfonction rénale qui est fréquente dans l'évolution de la pathologie. L'atteinte cérébrale aussi, elle est retrouvée parfois même au premier plan. D'autres organes probablement. Et nous parlerons peut-être à la fin de ce qui tourne autour de l'hémoglobine, que je pense pour le moment n'est pas très concluant. Donc, comme vous voyez sur cette planche, les tissus ou les organes cibles du virus sont en premier lieu, bien sûr, le tissu les voies aériennes, essentiellement les voies aériennes supérieures et inférieures, mais aussi le cœur. Donc, nous avons environ 10% de myocardite, donc ça peut induire un choc cardiogénique qui peut être à l'origine de dysfonction d'organes. Nous n'allons pas trop en parler aujourd'hui par manque de temps. On a dit aussi le rein, probablement les testicules, le cerveau,
Donc, une multitude, donc les vaisseaux, le sang, une multitude d'organes cibles. Donc là, vous voyez une petite planche qui reprend un peu les cibles thérapeutiques en résumé que nous pourrons aborder durant cette présentation. Donc, on a dit donc, que le virus donc, rentre par voie respiratoire. Donc, sa première cellule cible, c'est probablement les cellules respiratoires, entre autres les alvéoles. L'utilisation d'anticorps à travers donc, du plasma convalescent pourrait être une cible thérapeutique pour arrêter la prolifération du virus, donc essentiellement à but d'arrêter le virus lui-même, donc sa prolifération. Ça, c'est probablement précocement dans la maladie, donc dans les premiers, on va dire dans les 7 premiers jours. Donc quand on a des formes graves à critiques et qui ont été critiques ou graves très rapidement après la symptomatologie, je pense que dans ce cas-là, l'utilisation de plasma convalescent serait une bonne initiative, et c'est ce qui est étayé par certains articles, essentiellement des articles chinois, mais des essais italiens et des essais français sont en cours. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que rationnellement, si nous prenons des patients qui n'ont pas encore développé une immunité suffisante en termes d'anticorps, en termes d'immunité adaptative contre ce virus, l'utilisation du plasma convalescent pourrait être une alternative thérapeutique séduisante, essentiellement, donc on a dit, quand c'est donné précocement et avant le développement d'anticorps par le corps, par l'organisme. On a parlé aussi des facteurs de l'inflammation, le TNF-alpha, l'interféron gamma, l'IL-6, l'IL-1, etc. Donc, qui sont des facteurs de l'inflammation et donc de l'immunité innée, qui vont être à l'origine de lésions inflammatoires, en fait, de lésions par destruction de la membrane alvéolo-capillaire. Cette inflammation pourrait être stoppée d'une façon globale par les corticoïdes, donc, qui sont proposés, on va le voir, mais aussi si on peut être ciblé, utiliser les anti-IL-6, le tocilizumab, les anti-IL-1, l'anakinra, mais on sait aussi que certains antiviraux, tels que l'hydroxychloroquine ou même l'azithromycine, ont des effets immunomodulateurs, en fait, qui vont essayer de calmer cette inflammation. Et probablement, donc, un des intérêts du plaquenil, c'est l'immunomodulation. Alors après, bien sûr, on a la cible de l'entrée du virus et de sa prolifération intracellulaire, donc les antiviraux, l'hydroxychloroquine, bien sûr, le lopinavir, ritonavir ou le remdesivir. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, la pénétration du virus va se faire à travers donc, les cellules respiratoires. Le principal récepteur du virus, c'est ce qu'on appelle l'ACE2, donc l'enzyme de conversion de type 2. Donc on a l'ACE1, donc l'enzyme de conversion que nous connaissons, qui est inhibée par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui, elle, va faire cliver l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui est un vasoconstricteur. Et l'ACE2, par contre, va cliver l'angiotensine 2. Et donc, il faut savoir que ce récepteur, l'ACE2, est up-régulé, c'est-à-dire qu'il est augmenté en cas de prise d'ARA2. Donc, les ARA2 ou les IEC qui diminuent l'angiotensine 2 vont augmenter, en fait, le nombre de récepteurs. C'est ce qui fait qu'on a pensé que les patients qui sont sous ARA2 IEC pourraient être plus susceptibles à l'infection de ce virus. Mais on sait aussi que quand on a beaucoup d'ACE2, on aura peu d'angiotensine 2 qui, elle, a un effet pro-inflammatoire et un effet profibrotique sur le poumon. Donc, autant peut-être que sur le plan
virale, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2 vont augmenter la CE2 et donc vont augmenter la susceptibilité au virus. Mais en même temps, ces mêmes inhibiteurs de l'enzyme de conversion ARA2 vont diminuer l'angiotensine 2 et donc vont diminuer la réaction inflammatoire qui fait un peu la gravité. Donc, c'est ce qui a motivé les sociétés savantes et c'est ce que nous avons repris ici dans le petit protocole, dans la petite proposition de protocole que nous voulons partager avec nos amis réanimateurs, où donc la Société de cardiologie, la Société européenne de cardiologie préconise de ne pas arrêter les IEC ARA2 chez les patients infectés de COVID-19, enfin, chez les patients atteints de COVID-19. Donc, pour ces raisons-là, parce qu'il y a une balance, en fait, entre l'augmentation de la susceptibilité au virus et la diminution de l'inflammation. Alors, pour ce qui est des corticoïdes, comme nous avons dit, beaucoup de sociétés, il y a une grande controverse, il y a beaucoup de controverses sur l'utilisation des corticoïdes. Beaucoup de sociétés savantes ne recommandent pas l'utilisation de corticoïdes vu qu'il n'y a pas assez de preuves. Les sociétés savantes donc anglaises, françaises et aussi néo-zélandaises, je pense aussi suisses, ne recommandent pas l'utilisation de corticoïdes. La Surviving Sepsis Campaign, donc, qui est un peu un panel d'experts internationaux européens, surtout américains, ont suggéré l'utilisation de corticoïdes dans l'SDRA, donc l'utilisation de corticoïdes systémiques si le patient est donc en atteinte sévère respiratoire. La plupart des protocoles chinois, et aussi on a vu des protocoles espagnols utilisés, et aussi français, dans certaines régions en France, telles que la région de Lille, qui utilisent les corticoïdes. Donc, nous avons repris ici le protocole chinois qui reprend donc l'utilisation de corticoïdes à dose de 0,5 à 1 mg/kg de méthylprédnisolone chez les patients, on va dire, sévères, critiques, en réanimation, peut-être orientés ou guidés par les facteurs ou les marqueurs de l'inflammation. Je pense qu'une utilisation guidée serait une bonne, on va dire, une bonne option pour la prise en charge de ces patients et pour personnaliser cette prise en charge. Aussi, comme nous avons dit, les anti-IL6, le tocilizumab, pourraient être utilisés en discussion avec les immunologistes et surtout si nous avons la possibilité d'avoir un taux d'IL6. C'est ce qui est recommandé par les sociétés chinoises et c'est ce qui est en train d'être testé un peu en Europe. Alors, le deuxième volet qui est le volet donc, de la coagulation, comme nous avons dit, c'est une pathologie très thrombogène. C'est ce qui a poussé un peu certaines sociétés savantes telles que le JHP, donc le groupe d'intérêt de l'hémostase périopératoire français, à proposer ce tableau de prise en charge qui, en réalité, si nous voyons, donc les patients globalement en réanimation, qui sont donc sous ventilation artificielle ou sous oxygénothérapie, donc globalement, dès qu'ils ont un facteur de risque et qui ont ou qui ont une obésité, il y a une utilisation donc, de doses intermédiaires d'HBPM, donc d'enoxaparine à 0,4 fois par jour ou 0,6 fois par jour, et voire une dose curative pour les patients qui ont un syndrome inflammatoire marqué ou qui ont une hypercoagulabilité, avec donc des cut-offs qui ne sont pas véritablement objectifs, mais globalement, donc ils ont choisi 8 grammes par litre de fibrinogène et 2 microgrammes par millilitre de dédimère. D'autres sociétés ont choisi 1 microgramme par millilitre de dédimère comme étant un cut-off pour dire que le patient est prothrombotique. Mais globalement, vous voyez que c'est très facile d'arriver à un état inflammatoire marqué dans cette pathologie et il faudra aussi non pas voir le taux de dédimère, mais l'évolution du taux de dédimère, non pas la valeur absolue. Et donc, on propose d'élargir ce tableau-là en prenant en compte donc, tous les patients avec un IMC supérieur à 30 en réanimation qui ont plus ou moins un syndrome inflammatoire ou des signes sévères inflammatoires
que ce soit systémique ou respiratoire, d'utiliser donc des doses d'HPPM à dose curative. Alors, beaucoup d'équipes actuellement, à travers essentiellement aux États-Unis, sont en train de discuter l'utilisation de la thrombolyse. Nous pouvons aussi la discuter, vu que c'est un traitement qui est disponible chez les patients donc, en état critique, qui n'ont mal répondu, a fortiori s'il y a une atteinte ventriculaire droite, donc une insuffisance ventriculaire droite, des signes d'augmentation de la post-charge du VD, et donc, ou vraiment donc, des signes d'embolie pulmonaire ou de cœur pulmonaire aigu, bien sûr. Là, donc, je partage avec vous donc, une image prise donc, aux États-Unis. Et c'est ce que nous voyons aussi chez nous. C'est juste que la structure n'est pas aussi bien rangée, aussi bien organisée. Et ce n'est pas aussi beau, en fait. Mais que vous voyez une patiente qui est en train de jouer sur son téléphone portable, sur son iPhone, qui sature à 54, qui a une SpO2 à 54, qui est sous, je pense, OptiFlow, sous oxygénation haut débit, qui se met sur le ventre calmement. Et je pense que c'est ça qu'il faudra essentiellement juger pour la prise en charge. Donc, la clinique et l'état de conscience du patient, sa coopération. Donc, pour cela, il faut le mettre un peu dans le calme, être aux petits soins avec lui pour ne pas qu'il s'angoisse, pour ne pas qu'il panique. Probablement, donc, cette angoisse et cette anxiété n'est pas due à l'hypoxémie comme nous le voyons souvent, mais parfois à l'environnement lui-même. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait prendre en compte cet aspect-là. Vous voyez ici un autre monitor d'un autre patient, aussi aux États-Unis, où le patient, donc, comme il a été rapporté par le Marc Ramsey, en disant que c'est un patient qui est éveillé, qui parle, et qui est donc sous oxygène nasal à haut débit, qui n'est pas dyspnéique, et pourtant sa saturation est à 87. Donc, il faudra probablement. Il a remarqué qu'il avait une PaO2 basse à la gazométrie. Donc, il faudra. Et ce n'est pas le seul patient. Hein. Nous aussi, nous avons remarqué plusieurs patients de ce genre-là. Il n'est pas tachycarde, il n'est pas dyspnéique. Il désature effectivement, mais c'est la clinique qui devra prendre en compte. Beaucoup donc d'auteurs essentiellement donc américains, mais aussi italiens, et autres ne préconisent plus d'intuber précocement, voire même de retarder l'intubation. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas intuber du tout, je dis qu'il faut essayer d'éviter l'intubation et ne pas utiliser les critères que nous avons habituellement pour intuber et essayer d'autres mesures thérapeutiques. La ventilation non invasive a été trop tôt contre-indiquée par mesure de sécurité, bien sûr, pour les soignants. Donc, nous avons aussi adhéré à cette vision initialement, mais vu donc l'évolution et vu l'expérience que nous avons acquis, il serait peut-être préférable de lui redonner une place un peu plus importante à la ventilation non invasive. C'est ce qui a été aussi, donc vous voyez ici un petit algorithme très simple. Hein, dès que le patient désature sous oxygène, on peut éventuellement donc lui préconiser une CPAP avec une PEP basse, hein, entre 5 cm d'eau, voire maximum 10 cm d'eau. C'est suffisant, surtout si nous pouvons, en discutant avec le patient, lui préconiser de se mettre sur le ventre, au moins pendant la période de la VMI. Et donc, toujours, que ce soit en OptiFlow que nous n'avons malheureusement pas, ou en CPAP, donc l'utilisation d'une position d'église ventrale pourrait améliorer. Et bien sûr, il faut évaluer essentiellement donc, le confort du patient et non pas la saturation comme objectif. Donc, pourquoi est-ce qu'une VNI ou une ventilation à pression positive pourrait être une bonne option pour ne pas détériorer le patient? Alors, sachant que donc, dans ces cas-là, ce n'est pas véritablement un SDRA qui est à l'origine de la désaturation initiale, mais plutôt un trouble de la ventilation en perfusion, un shunt ou un effet shunt. Mais que ce shunt et cet effet shunt va
activer le trigger, le driving respiratory driving, c'est-à-dire va activer le centre respiratoire au niveau du tronc cérébral, ce qui va augmenter la pression négative de la ventilation à pression négative. Vous savez que si nous respirons amplement, plus la respiration est ample, plus la pression intrathoracique devient négative, plus le retour veineux est important, plus le risque d'œdème va être important. C'est-à-dire qu'en fait, une respiration ample à pression négative trop longtemps peut être à l'origine d'œdème pulmonaire et donc d'un SDRA, ce qu'on a appelé le PCLI ou le CILI, hein, le Patient Self-Induced Lung Injury. Donc, en fait, un patient qui respire spontanément serait, s'il respire trop amplement et avec donc une pression négative trop importante, pourrait être à l'origine d'œdème pulmonaire. Mais aussi, la respiration positive donc, va essayer de diminuer cet œdème, donc de diminuer cette pression négative, et c'est ça le rationnel. Donc, si on donne une petite pression positive, ça va contrecarrer cette pression négative et empêcher l'évolution vers un œdème pulmonaire induit par le patient lui-même. Et si nous augmentons les pressions positives, nous serons à l'origine d'atteintes alvéolaires qui seront à l'origine d'inflammation et d'œdème pulmonaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le VILI, donc la Ventilation Induced Lung Injury. Donc, c'est ce que Luciano Gattinoni, que vous voyez sur la photo, a préconisé. Donc, c'est ce qui a été en fait dit, que le patient peut être initialement ou dans certains cas du phénotype L, c'est-à-dire pas d'atteinte pulmonaire majeure, c'est-à-dire que ce n'est pas un SDRA, c'est une pneumopathie sans SDRA, et là, le patient ne devrait pas être intubé, sauf aggravation ou sauf impossibilité donc de maintenir un état de conscience et une respiration normale. Et là, donc l'intubation sera préconisée, mais avec des paramètres ventilatoires qui sont différents des paramètres ventilatoires que nous retrouvons dans un SDRA, comme il a appelé donc le type H, le type high. Donc voilà un petit résumé de l'article de Luciano Gattinoni qui m'a été fourni par le docteur Wahid Rahil, que je remercie. Voilà. Globalement, donc, nous pouvons, sur la base de ces éléments phénotypiques, de physiopathologiques, pardon, proposés par Luciano Gattinoni, proposer un petit algorithme en 4 étapes qui est résumé ici, mais globalement, qui va déterminer le degré de shunt. Donc, laisser les patients sous lunettes si ils tolèrent et passer s'il n'y a pas de réponse sur le plan de la saturation, à l'évaluation du travail respiratoire. Et si le patient a un travail respiratoire qui est correct, ils vont mieux utiliser une VNI plutôt ou une CPAP plutôt que de l'intuber d'emblée, même s'il y a une désaturation. Voilà, je vous remercie. Hossam? Oui, Malik, tu m'entends? Oui, oui. Très bien. Bon, on va essayer de voir les questions. Oui. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et que j'étais un peu clair. Alors. Alors, il y a une question pour les personnes qui prennent du Syntran. Oui. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'il veut dire exactement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que chez les patients graves et en réanimation, il faudra switcher vers une HBPM parce que donc, le Syntran est très difficile à gérer donc, chez les patients graves comme ça. Et donc, bien sûr, étant donné que c'est un anticoagulant oral et qui est un anticoagulant qui est indirect, l'utilisation donc ou le switch vers une héparine ou soit non fractionnée ou une HBPM serait l'idéal. Voilà. Hossam?
Donc, j'ai vu ici pourquoi l'intuber alors. Euh, c'est une bonne question. En fait, comme je l'ai expliqué, l'intubation sera une thérapeutique de dernière ligne qui est obligatoire chez les patients en insuffisance respiratoire aiguë, réfractaires aux autres mesures thérapeutiques pour maintenir une hématose et une oxygénation tissulaire. Mais étant donné la difficulté de la ventilation de ces patients, la difficulté de ne pas aggraver les lésions pulmonaires chez ces patients, on doit l'éviter. Mais ça ne veut pas dire que l'intubation n'a pas de place dans cette pathologie, bien au contraire. Il faut qu'elle ait la place qu'elle doit avoir et non pas plus large que ce qu'on peut faire en fait. En fait, il faut restreindre un peu plus les indications d'intubation. Il faut rester devant le malade pour l'évaluer fréquemment. Il faut savoir qu'aussi, il y a d'autres mesures thérapeutiques, enfin d'autres moyens thérapeutiques, bien sûr, d'hématose, tels que l'oxygénation extracorporelle, l'ECMO, que nous n'avons pas, qui est donc une autre étape après la ventilation mécanique. Très bien. Voilà, je pense que nous Très bien. avons... Bon, une question. Alors, c'est de la part de Kamel Annou sur la page de médecin. Salut Malik, j'espère que tout le monde va bien. J'ai deux questions. Est-ce que vous avez pu extuber quelques patients? Et est-ce que vous mettez les patients en DV à Bnimesus? Je trouve que les DV en spontané, malgré la désaturation, ça aide pour l'oxygénation. Pratique et encouragée. Comment? J'ai pas entendu la dernière phrase. Ouais, est-ce que je peux voir? Est-ce que c'est écrit quelque part? Euh, Non, bon, c'est sur... en fait, c'est la deuxième page, hein. Je vais D'accord. te l'afficher. Tu peux me répéter? Bon, tu vas En trouver la question en fait à droite. Pour le moment, euh, pas faute d'avoir essayé, nous n'avons pas encore fait d'écluse ventrale, malheureusement, pour des raisons techniques et logistiques. Mais nous comptons bien sûr le faire parce que c'est une mesure qui est quasiment obligatoire chez les patients en SDRA COVID-19. Mais pour la dernière phrase, je n'ai pas entendu. C'est simple? Oui, oui, je suis là. En fait, la deuxième question, est-ce que vous mettez les patients en DV, en apnée moussue? J'avais répondu Bon, et c'est bon. Voilà, je trouve que les décubitus ventrales spontanées, malgré la désaturation, ça aide pour l'oxygénation. Pratique et encouragée. C'est tout. exactement. C'est ça que nous voulons encourager, c'est la décubitus ventrale en ventilation spontanée. Ça, par contre, on le fait. OK. Kane, une question. Bon, s'il vous plaît, je suis pédiatre et on a des enfants suspects et d'autres avec même une image TDM positive. Est-ce qu'il y a un protocole de traitement spécifique? Oui, il y a des protocoles de pédiatrie, effectivement. Je ne traite pas beaucoup les enfants, donc je ne pourrais pas, mais je peux essayer de vous trouver quelques protocoles et vous envoyer sur le site de... Tu as dit que ce n'est pas encore concluant, mais que penses-tu de la théorie de la SARS-CoV qui se lierait à l'EM et dissémine le fer? Allô, Malik? Bon, je pense on a perdu le contact avec Malik. On va essayer de le reprendre.
Très bien. Donc, comme nous avons dit, en fait, cette information a été publiée dans un service. Ça s'est coupé encore. Oui. Non, non, عندك يعني شوف le live حابس. Oui. D'accord, ok, on va essayer de faire ça. Là, je m'entends. Ah, Je sais pas ce que c'est. Ok, donc comme nous avons dit, c'est même pas une revue, hein, le SHEM Archive ou le SHEM RXIV. Donc c'est même pas une revue qui a été très prudente. Hein, même l'auteur qui a écrit ou les auteurs qui ont écrit l'article ont été très prudents. Je pense que pour le moment c'est une piste peut-être, mais moi à mon avis et nous avons vu pour le moment, ça ne correspond pas à ce qui serait comme un problème d'oxygénation de l'hémoglobine, parce que dans ce cas-là, nous aurions eu des patients qui désatureraient sans atteinte pulmonaire. Nous aurions eu une discordance entre la PaO2 et la SaO2, c'est-à-dire que nous aurions eu une SaO2 basse malgré une PaO2 élevée, et ça, nous ne le voyons pas pour le moment. Je pense que cette étude n'est pas encore véritablement une piste pour faire une prise en charge, mais c'est une piste peut-être de recherche. C'est pour ça que je pense que pour le moment, il serait exclu de la recommander ou même de l'utiliser en pratique. C'est bon? Voilà. D'accord. Tu m'entends, Malik? Oui, je t'entends. Parfait. Est-ce que... Alors, Myriam Siwan, si je me trompe pas. Excellent, Malik, merci. Et ben, à Bab el Oued, les malades instables sont pris en charge par les pneumos, des malades qui sont sous max d'oxygène avec une saturation maximale à 80%, SpA2 inférieur à 40. Bon, les réanimateurs. Chez nous, un tube, puis signe le constat de décès. Tellement dégoûté que je vais venir exercer à Bnimsus, force à nous tous. Bon, allez, c'est pas une question. Bon, une question. Tu veux... J'arrive pas à t'entendre. Avec ma fille, non? نسمعك, mais c'est pas très clair. Est-ce que tu peux copier les messages et les mettre sur la... Chef, Alors. je vais les mettre. Bon, sinon, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors, tu me fais un host chat ou tu les copies dans le chat host chat. Ok. Voilà.
Tu arrives à voir la question? Oui. Alors, pour la dysfonction du ventricule gauche, pour le moment, nous n'avons pas remarqué de patients qui ont une dysfonction VG. Nous avons remarqué des dysfonctions du ventricule droit. L'utilisation de la dobutamine est, même dans la dysfonction VD, est je pense, une bonne drogue. Mais pour le moment, donc, non, nous n'avons pas véritablement vu de dysfonction VG importante chez les patients atteints du Covid-19. Ok. Je vais mettre une autre. Est-ce que vous utilisez... J'ai publié une autre. Hein. Est-ce que vous utilisez le furosémide dans le protocole, vu que les lésions en impact mettent en évidence? Non, c'est un œdème. Alors, oui, il ne faut pas remplir trop les patients, mais il ne faut pas les laisser vides. Il ne faut pas qu'ils soient en hypovolémie, parce que nous avons dit qu'il y a une potentielle atteinte rénale. Donc, malgré que le poumon puisse être aggravé par le remplissage, mais il ne faut pas non plus assécher le patient. Ce n'est pas un œdème cardiogénique à proprement dit. Donc non, le furosémide n'est pas préconisé, sauf cas particulier chez les patients insuffisants cardiaques qui ont donc déjà une dysfonction ventriculaire gauche ou qui font une dysfonction ventriculaire gauche. Donc ils font un œdème hémodynamique où le furosémide serait indiqué. Sinon, non. Donc, pour le moment, nous utilisons le furosémide chez les patients avec atteinte cardiaque. Oui, pour le Covid et l'anticoagulation, nous avons parlé un peu pendant la présentation. Mon avis, c'est qu'il faut élargir les indications d'une anticoagulation. Déjà, probablement anticoaguler à dose intermédiaire les patients graves, ça c'est sûr, et avoir la main facile sur une anticoagulation curative chez les patients aussi graves, avec quelques facteurs de risque, ou surtout s'ils ont un état inflammatoire important. C'est très bien résumé et je pense que les experts du GIHP ont été extrêmement pédagogiques et extrêmement pratiques dans les recommandations qui ont été élaborées. Et c'est ce que nous suivons, c'est ce que nous suivons aussi ici chez nous. Ok. Bon, bonsoir Mani. Oui. Bonsoir. Quelle est la place du caisson hyperbare dans la prise en charge? Pour le moment, bon, je n'ai pas d'idée, enfin, la médecine hyperbare n'est pas véritablement mon domaine, loin de là, mais je pense qu'elle a été proposée dans l'optique de l'article qui est publié, donc dont je t'ai dit, hein, dans même pas une revue, c'est même pas une revue. C'est un petit truc qui n'a pas d'impact, qui est peu, enfin, il n'est pas reviewé, donc il n'y a pas véritablement un article qui est très important pour le moment, où il y a donc un problème donc, de dissociation du fer et de l'hème. Je pense que tant que nous avons une atteinte respiratoire, que c'est un problème pulmonaire, le caisson hyperbare, et surtout dans le cadre d'une épidémie ou d'une pandémie aussi large avec autant de patients, il n'y a aucun pays dans le monde qui pourra prendre en charge ces patients avec des caissons hyperbares, même si ce serait l'indication. Mais je pense que ce n'est pas une indication pour le moment, en tout cas, à mon avis,
C'est une piste à creuser hein, sur le plan de la recherche, bien sûr. Toutes les pistes sont ouvertes parce que c'est un virus qui est complètement inconnu. Et c'est une maladie qui est complètement inconnue. Et nous voyons tous les jours qu'en fait, on ne sait rien de cette maladie. Mais à mon avis, pour le moment, ce n'est pas une indication. Okay. Pour la corticothérapie, l'indication est pour les formes graves SDRA ou absence d'amélioration clinique après protocole chloroquine, azithromycine. Oui, donc c'est pour les formes graves. Je dis et je le redis, moi j'en ai parlé aujourd'hui chez les patients graves, peut-être pas forcément en SDRA, mais les patients graves, oxygénodépendants avec de hauts débits d'oxygène. La corticothérapie a des doses modérées, hein, 0,5 à 1 mg kg, ce n'est pas les doses de bolus anti-inflammatoires des internistes, mais ça pourrait régler, surtout quand on a des marqueurs d'inflammation qui sont au plafond. Je pense qu'il ne faut pas attendre la chloroquine pour traiter un patient en SDRA. Ça serait aberrant de laisser la chloroquine seule chez les patients graves comme seul traitement de cette pathologie. C'est un peu comme je le dis, hein, c'est un peu comme donner de l'insuline à un patient avec une gangrène, hein, un patient diabétique en gangrène, et espérer que l'équilibre glycémique va empêcher l'amputation. À mon avis, il faut utiliser le plaquenil à tous les stades de la maladie. Après, pour les formes graves, probablement ça ne va pas marcher aussi bien, ça va diminuer la virémie, on va protéger contre une éventuelle deuxième phase, une éventuelle reprise de l'infection virale. Ça va aider un peu à ne pas aggraver la réplication virale par les anti-inflammatoires que nous pourrons donner, que ce soit les anti-L6 ou la corticothérapie, que je pense pourrait être bénéfique chez nos patients graves. Et aussi, donc pour ne pas que la maladie se pérennise. Mais je pense que le plaquenil est plus indiqué chez les patients dans les formes légères à modérées. Il serait beaucoup plus bénéfique, peut-être en ambulatoire ou donc dans les formes les plus légères que dans les formes graves. Oui, ça c'est une bonne question. Effectivement, c'est là où nous pensons que, en fait, la PaO2, enfin l'hypoxémie, n'est pas à l'origine d'une anoxie cérébrale. C'est pas ça qui induit l'agitation. L'anoxie induit une dysfonction du fonctionnement cérébral. Mais on sait que l'hypoxémie est un stimulateur. C'est un stimulateur, pas très puissant d'ailleurs, hein, des centres nerveux respiratoires et autres. C'est ça qui induit l'agitation, c'est ça qui induit l'augmentation des troubles de la conscience liés à l'hypoxémie. On pense que le virus, en ayant un tropisme neurologique ou d'autres phénomènes, peut-être l'inflammation, inhiberait ces centres respiratoires ou ferait en sorte que ces centres ne répondent plus ou ne répondent plus autant à l'hypoxémie. Et donc, c'est ce qui fait que le patient reste calme et avec une respiration peut-être souvent calme aussi. Donc, en fait, le driving dans ce cas-là, ça sera plutôt en rapport entre le volume attendu par le cerveau et le volume réel inspiré par le patient. S'il y a une adéquation entre le volume réel du patient et le volume attendu, il n'y a pas de dyspnée. Et c'est ça, en fait, s'il n'y a pas de dyspnée, c'est qu'il n'y a pas d'agitation et là, le patient reste calme.
Par contre, s'il y a une atteinte pulmonaire au point d'SDRA, c'est-à-dire où il n'y a plus donc de volume suffisant, c'est là où la dyspnée pourrait s'installer et l'agitation et les troubles de la conscience qui s'en suivent, à mon avis. Ça reste une très bonne question et en fait, là, je vous dis ce que nous avons observé, ce que les gens ont observé. Hein. Je n'ai pas encore d'explication définitive à vous donner. Ah oui. Pour les asthmatiques, les BPCO, ceux qui ont une corticothérapie qui est déjà indiquée, là, il n'y a aucune discussion à avoir. Il faut donner la corticothérapie. Quel que soit le stade, la corticothérapie est indiquée chez les asthmatiques, chez les BPCO en décompensation. Là, il n'y a pas de controverse dans ce cas-là. Nous parlons de la corticothérapie pour les patients non asthmatiques, non BPCO, qui font une forme grave du COVID-19. Oui, nous les mettons systématiquement sous l'Ovenox et nous les mettons systématiquement sous plus haute dose de l'Ovenox que les doses habituelles actuelles. C'est ce que nous avons dit au début, ça augmente les récepteurs, mais ça diminue le risque inflammatoire et pro-fibrosant de l'angiotensine 2, donc non. Et donc les arrêter, ça serait plutôt pour les patients qui ont une instabilité hémodynamique, quand on arrêterait les antihypertenseurs. Et s'il faut un équilibre tensionnel chez les patients, il vaut mieux rajouter un hypercalcique probablement que d'augmenter les doses des CORA2, je pense, à mon avis. Je pense que c'est tout. On a répondu, enfin, tu as répondu sur toutes les questions. Oui. Donc, c'est vrai, une heure, c'est déjà assez suffisant. Donc, je rappelle rapidement juste un récapitulatif de ce que nous avons dit, si tu le permets, Hossam. Oui, bien sûr. Donc, bon, il y a une question, Malik, si tu me permets. Bon, c'est par rapport au zinc. Au zinc, oui. Oui, tout ça c'est zinc, hein, ça c'est pas un problème. Il faudra le donner. Hein, on le donne. Hein, il faut peut-être augmenter les doses chez les patients en réanimation, donc viser plutôt 90 ou 120 mg par jour. C'est un peu pour le mode d'action de l'hydroxychloroquine. La vitamine C aussi peut être augmentée de dose. C'est ce qui est recommandé. C'est 50 mg par kilo chaque 6 heures chez les patients en SDA, ce qui a été établi comme protocole dans l'étude Citril. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi dans les SDA du COVID-19, c'est d'augmenter les doses au moins à 10 grammes par jour peut-être. Oui, 10 grammes par jour, plutôt que de maintenir les 2 grammes qui sont donnés chez les patients légers à modérés. Parfait. On en a parlé dans notre petite proposition de protocole. C'est basé sur des études. Hein. Tout ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est plusieurs études, des références que nous pourrons partager avec vous. Donc, comme je t'ai dit, globalement, donc, nous avons parlé du virus, hein, avec son mode de pénétration et qui serait la cible d'antiviraux, qu'il faudra utiliser même chez les patients graves. Mais ce n'est pas, peut-être, à mon avis, la priorité. On a parlé aussi de l'interférence avec les antihypertenseurs, essentiellement les IEC et les ARA2, que la Société de cardiologie européenne ne préconise pas d'arrêter et on a expliqué un peu le rationnel. Les anti-inflammatoires, je pense que ce serait il faut tous les traitements que nous avons parlé, il faut les
les prendre au cas par cas. Donc, peut-être, par exemple, pour les anti-inflammatoires, c'est les patients les plus inflammatoires quand l'évolution de la maladie a dépassé les 5-7 jours, c'est-à-dire que la réplication virale a passé son maximum et qu'on est dans la phase immune de l'infection virale. Il faudra aussi peut-être utiliser le placement des patients convalescents pour les patients graves dans les formes hyper aiguës, c'est-à-dire dans les formes où l'évolution grave est au début de la maladie, avec donc pas encore de développement d'anticorps suffisants. Peut-être guider ces placements convalescents par un dosage du taux d'anticorps. Donc, s'ils sont bas, ça serait l'idéal. Après, on a parlé de l'anticoagulation. Je pense qu'il faudrait élargir les indications de l'anticoagulation curative, au moins intermédiaire. Et nous avons parlé après de la ventilation, où nous avons dit qu'il faudrait diminuer ou éviter donc les intubations faciles. Il faut plus aller vers une réflexion physiopathologique sur l'imagerie, le type d'atteinte, le degré d'atteinte, et aussi la réponse à l'oxygénation, l'état clinique du patient, le travail respiratoire est très important et le confort du patient est très important, comme nous avons dit. Peut-être une tentative de VNI avec probablement un DV éveillé serait une bonne alternative avant ou pour ne pas intuber. Et donc tolérer des saturations basses, probablement, si le patient les tolère lui-même. Donc, regarder le patient et le traiter au cas par cas. Je le redis, je pense qu'il faut essentiellement voir le travail respiratoire, c'est-à-dire la fréquence respiratoire, l'ampliation thoracique, la veine cave inférieure éventuellement, ou la PVC si nous pouvons, comme élément donc d'orientation pour les patients qu'il faut intuber ou pas. Voilà, peut-être que nous pourrons détailler un peu la respiration et le volet ventilatoire dans une autre séance. Malik, il y a une question. J'avais cette question justement en tête. Peut-on utiliser la chloroquine à titre préventif, surtout pour le personnel soignant? Alors, comme je t'ai dit, je suis réanimateur, donc je parle essentiellement des formes les plus graves. Peut-être. Pour le moment, je ne l'utilise pas, je dis franchement. Je pense qu'il vaut mieux se protéger. En tout cas, il faut se protéger. Peut-être. Vraiment, je n'ai pas de réponse. Je voulais dire surtout, est-ce qu'il y avait une étude ou quelque chose qui parle de ça? Jusqu'à maintenant. Il y a un protocole indien, je pense, mais pour le moment, il n'y a pas d'étude. Ok. Ben, merci beaucoup, Malik. Merci pour ton temps, pour tous les efforts que tu fournis, que ce soit au niveau du service ou ici pour faire des lives. Et à très bientôt. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Et au prochain, Inch'Allah.